10h-13h, les débats de l'été, Noémie Aliwa. Et on est de retour sur Sud Radio avec notre grand entretien qui porte cette fois sur cet été sous haute tension pour les forces de l'ordre. Rodéo urbain, refus d'obtempérer, cambriolage. Leurs défis sont nombreux en été. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu ces derniers jours. Pendant que les effectifs fondent avec les congés d'été, les services sont déjà sinistrés. Arrêt maladie en cascade, conditions de travail dégradées, collègues blessés en service. La pression est maximale et l'été n'arrange rien. Au contraire, les rodéos urbains font surgir les rues nuit après nuit. Les refus d'obtempérer se multiplient. Les cambriolages explosent dans les quartiers et les centres-villes. Le manque d'hommes se fait sentir partout, au plus près du terrain. Alors, les soldats de la République tiennent, mais à quel prix ? Comment font-ils face quand les renforts manquent et que la violence, elle, ne part jamais en vacances? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Lara Fatimi, avocate pénaliste au bureau de Paris, spécialisée notamment dans la défense des forces de l'ordre. Bonjour maître. Bonjour. Alors, est-ce que l'été 2026 est vraiment plus tendu que les précédents pour les forces de l'ordre, ou est-ce que c'est juste finalement la même pression qui revient chaque année ? Disons que les missions qui incombent aux forces de l'ordre, aux policiers et aux gendarmes sont les mêmes toute l'année, mais à ces missions s'ajoutent les défis de l'été. Effectivement, comme vous l'avez rappelé, on a une recrudescence des refus d'obtempérer, on a une recrudescence des cambriolages, des tapages nocturnes également. Donc aux missions habituelles s'ajoutent également les congés d'été. On a moins d'effectifs, des personnels qui mutent également l'été. Il faut savoir que chaque été, vous avez les mutations qui sont classiques, mais les personnels ne sont pas toujours remplacés. Et quand ils le sont, là aussi, la période estivale fait que il y a moins d'effectifs. Donc, on demande aux forces de l'ordre de faire plus l'été, mais avec beaucoup moins de moyens. Alors comment s'organisent ces mutations ? Je ne suis pas tout à fait certaine que tout le monde connaisse véritablement le fonctionnement des forces de l'ordre pendant la période estivale. Racontez-nous comment ça s'organise, comment est-ce qu'on déploie certains policiers ou certains gendarmes dans d'autres territoires. Comment tout cela s'organise pour eux ? Alors l'été, vous avez des renforts, notamment sur les zones balnéaires où il y a une forte affluence liée aussi au tourisme. Donc vous avez des gendarmes mobiles et des CRS qui peuvent être déployés sur la période estivale sur certaines stations balnéaires très fréquentées l'été. Donc on a ces renforts-là, je le disais, gendarmes mobiles, CRS, qui vont ponctuellement venir renforcer les unités locales qui sont déjà présentes sur place, les effectifs de police secours par exemple, qui ont du mal à gérer le flux estival, avec des touristes étrangers aussi qui peuvent nécessiter la présence de gendarmes et de policiers étrangers qui viennent renforcer nos forces de l'ordre pour faire le lien avec justement les dispositifs locaux en cas de problème judiciaire, pour faciliter les échanges. Donc vous avez des déploiements ponctuels l'été, des renforts, mais ces renforts sont souvent insuffisants, on le disait, en raison de la recrudescence des rodéos urbains, des pillages liés aux incendies. On a aussi beaucoup de cambriolages et les tapages nocturnes qui sont malheureusement des missions qui prennent du temps aux effectifs de police et de gendarmerie, mais qui empêchent de lutter véritablement contre la vraie délinquance, j'allais dire. Oui, la question des cambriolages qui est particulièrement redoutée, on le sait, en été par les personnes qui partent en vacances. Vous nous expliquiez pendant qu'on préparait cette émission qu'il y avait toute une organisation pour faire face à ces cambriolages. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors vous avez les opérations Tranquillité Vacances qui sont mises en place en particulier l'été. C'est un dispositif qui permet aux gens de contacter les forces de l'ordre en amont de leur départ en vacances et de signaler leur absence pour que les effectifs de police ou de gendarmerie puissent patrouiller et surveiller leur domicile. Ça, c'est des missions qui, encore une fois, s'ajoutent aux missions quotidiennes, parce que la délinquance ne faiblit pas l'été, au contraire. Par rapport à l'an dernier, on a une hausse quand même de 10% des refus d'obtempérer. Alors, précisément sur la période estivale, on ne sait pas ce que ça représente, mais de fait, ça vient s'ajouter aux autres faits de délinquance. Et donc, vous avez les missions classiques de patrouille des
des policiers et des gendarmes, surveiller les domiciles des élus, les QG de campagne également. Il faut savoir que on a des instructions très précises toute l'année sur certaines personnalités élues qui doivent être dont les domiciles doivent être surveillés et protégés. Et donc l'été, si vous voulez, vous avez en plus ces missions de surveillance des domiciles des vacanciers. Oui, et vous, en tant qu'avocate pénaliste, spécialisée aussi dans la défense des forces de l'ordre, vous entendez leurs témoignages. Est-ce que vous entendez aussi un épuisement qui est particulier et qui est très relatif à cette période de l'année, justement, qui leur demande beaucoup plus, finalement, de disponibilité ? La difficulté qui remonte et que me font remonter les policiers et les gendarmes que je défends toute l'année, c'est que l'été, la particularité, c'est qu'ils ne sont pas plus nombreux, au contraire, que les missions classiques sont toujours là et qu'à ces missions classiques s'ajoutent des missions particulières liées à l'été. Encore une fois, les gens, l'été, et c'est normal, sortent plus longtemps, plus tard, s'alcoolisent davantage. Donc on a d'autres formes de délinquance qui viennent s'ajouter l'été. Et vous avez des effectifs de police et de gendarmerie qui ne sont pas aussi nombreux que le reste de l'année. Par exemple, vous avez un véhicule équipé l'été pour 2 véhicules au mois d'octobre, par exemple. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Évidemment, avec un équipage en moins, on fait moins de missions. Les effectifs de police secours, toute l'année, doivent répondre aux appels 17. Mais l'été, ils ont à la fois les patrouilles particulières dont je vous parlais, où il faut aller surveiller tel ou tel logement. Il y a les tapages nocturnes qui peuvent entraîner des interventions 5, 6, 7, 10 fois dans la nuit et qui empêchent, à côté de ça, de gérer les halls d'immeubles, les refus d'obtempérer, les rodéos urbains. Et j'ajoute sur les rodéos urbains qu'on a une difficulté, c'est que les politiques affichent et affirment une volonté de lutter contre ce phénomène. La difficulté, c'est que sur le terrain, la réalité est tout autre. On demande aux forces de l'ordre de lutter contre les rodéos urbains, de les signaler, mais une fois qu'ils sont signalés, bien souvent, on leur dit de ne pas prendre en charge la situation, de ne pas poursuivre les auteurs de ces rodéos urbains. Et la difficulté, c'est que c'est quand même du temps pris du temps pour les forces de l'ordre de signaler ces rodéos, de faire ce qu'on appelle une main courante, un télégramme, bref, de faire remonter l'information à la hiérarchie. Mais ensuite, le message qui est passé, c'est bon, vous n'y allez pas. C'est très paradoxal ce que vous nous expliquez là, maître. C'est-à-dire que vous nous dites, on demande aux policiers de faire des signalements à chaque fois qu'il y a des rodéos urbains, à chaque fois qu'il y a une forme de dénégation de la loi, mais en même temps, lorsqu'ils le font, ils ne sont pas entendus. C'est ça que vous nous dites. Il y a des instructions, effectivement, qui sont contradictoires parce que politiquement, on affiche une volonté de lutter contre certains phénomènes comme les rodéos urbains, comme les refus d'obtempérer, qui sont en recrudescence, en particulier l'été. Mais à côté de ça, on leur demande de quasiment laisser faire. Et ça, c'est incompréhensible pour nos forces de l'ordre qui sont là pour faire régner l'ordre, pour protéger leurs concitoyens. Et en plus de ça, c'est non seulement on leur demande de ne pas prendre en charge, mais il faut quand même signaler la situation. Et ce signalement, il prend du temps aux effectifs de police et de gendarmerie. Et c'est du temps qui n'est pas utilisé pour autre chose. Donc finalement, c'est non seulement paradoxal, mais c'est complètement contre-intuitif pour eux. Mais comment vous l'expliquez ça ? Pourquoi les politiques jouent double jeu à ce point sur cette question ? Pourquoi est-ce que lorsqu'ils font des demandes explicites ouvertement et médiatiquement, disons-le, aux policiers en leur demandant plus de fermeté, dans un autre temps, lorsque la police est plus ferme, eh bien ils préfèrent fermer les yeux ? Comment vous l'expliquez ça, ce double discours ? Je ne sais pas si c'est un double discours. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un problème avec le fait d'assumer l'autorité et le recours à la force. Ça vaut de manière générale. En tout cas, c'est ce que je ressens des affaires que je suis au quotidien pour les gendarmes et les policiers sur le terrain. Il y a effectivement un hiatus entre le discours politique affiché et la réalité sur le terrain. Les policiers et les gendarmes, ils ne demandent que ça, de pouvoir aller au bout de leur mission, d'être soutenus politiquement sur ce qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire, encore une fois, faire régner l'ordre et assurer la sécurité de leurs concitoyens. La difficulté, c'est que sur un rodéo urbain, sur un refus d'obtempérer,
laisser faire, c'est quasiment impossible à entendre, je veux dire, parce que un refus d'obtempérer, un rodéo urbain, on le sait, on le voit tous les jours malheureusement dans l'actualité, ça peut mener à des drames, ça peut mener à des passants qui sont fauchés, à des civils qui sont blessés voire tués, et aussi à des forces de l'ordre qui sont blessés en service. Donc ça, c'est laisser faire potentiellement des chauffards, des délinquants, et s'ils ne font rien, on va potentiellement reprocher aux forces de l'ordre de ne pas avoir assuré la sécurité de leurs concitoyens. Et s'ils interviennent, il y a le risque, effectivement, en prenant en charge ces délinquants, d'une issue violente avec effectivement des dégâts matériels et humains. Mais c'est le risque à prendre, et c'est le risque que le politique, j'ai l'impression, ne souhaite plus assumer jusqu'au bout. Comment vous l'expliquez ça ? Il y a une pression médiatique, il y a une pression politique auquel certains élus acceptent de céder. Et c'est le problème des images qui prennent le pas sur encore une fois la réalité du terrain. On est aujourd'hui, certains sont tétanisés à l'idée que des vidéos fuitent sur les réseaux sociaux et donnent une image de la police ou de la gendarmerie qui serait tronquée, parce qu'encore une fois, les séquences qu'on peut voir passer sur les réseaux sociaux, c'est 1/10 de la scène de ce qui s'est réellement passé. Et le temps judiciaire est toujours plus long que le temps médiatique et politique. C'est sûr qu'à l'ère des images, le travail des policiers est à la fois facilité et en même temps compliqué. On revient peut-être sur ce que vous nous disiez, c'est-à-dire cette période estivale au cours de laquelle il y a un manque d'effectifs, un manque de moyens. Est-ce qu'on constate un lien direct entre cette baisse des effectifs et l'augmentation des délits ? Non, je suis pas sûre qu'on puisse faire un lien direct. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les policiers et gendarmes qui sont mobilisés l'été le sont pleinement, font des choix et sont contraints de faire des choix et prioriser certaines affaires. Encore une fois, le fait d'être mobilisé sur le terrain pour des tapages nocturnes, pour des cambriolages, pour des surveillances ponctuelles de certains domiciles, empêche parfois de répondre à certains appels. Limite aussi la capacité judiciaire, parce que ces effectifs qui sont déployés sur le terrain pour ces missions estivales doivent à la fois gérer le terrain et gérer le quotidien et ce qui est déjà en cours. Et donc ça, ils essaient de le faire du mieux possible, mais là encore, ils peuvent pas se dédoubler. Et j'ajoute une chose, c'est que on a un problème structurel d'effectifs insuffisant à l'année, et ça se ressent d'autant plus l'été évidemment, mais ça vaut toute l'année pour les policiers et les gendarmes. Et ça, c'est une décision politique qu'on attend et qui réglera une grande partie du problème. Maintenant, même en période estivale avec des effectifs limités, ce que je constate, c'est que on a des policiers et des gendarmes qui sont dévoués, tellement dévoués que même lorsqu'ils sont blessés en service, ils ne s'arrêtent pas. Moi, je l'ai constaté régulièrement dans des dossiers où ils étaient blessés à l'occasion d'interpellations, de contrôles. Et est-ce que vous avez un exemple précis en tête dont vous pouvez nous parler, sous couvert d'anonymat, bien sûr? Absolument. Il y a quelques semaines, j'ai un client policier en région parisienne qui a été blessé lors d'un contrôle. Il a eu 3 jours d'ITT, donc il aurait pu être arrêté à minima 3 jours par le médecin, qui lui a délivré un arrêt de travail, et il m'a simplement répondu quand je lui ai demandé si il avait bien été arrêté. Il m'a dit: écoutez maître, je peux pas. Enfin là vraiment ça mettrait le service en difficulté et mes collègues en difficulté. Donc tant pis. Voilà, oui je suis blessé mais je continue. Et ça c'est un exemple récent, mais j'en ai toute l'année des exemples comme ça chez les policiers et les gendarmes. Donc voilà, ce qu'il faut dire aussi, c'est que malgré les conditions difficiles, de plus en plus difficiles, la frustration liée à ce qu'on disait sur le double discours, la volonté affichée par les politiques et la réalité du terrain, ils sont là, ils font face, ils continuent de faire face, encore une fois dans des conditions de plus en plus dégradées. Merci maître Lara Fatimi, on se retrouve tout de suite sur Sud Radio pour la suite de cet entretien sur les difficultés des forces de l'ordre au cours de la période estivale. À tout de suite sur Sud Radio.
10h-13h, les débats de l'été, Noémie Alioua. Et on continue notre grand entretien qui porte cette fois sur cet été sous haute tension, sous très haute tension pour les forces de l'ordre, avec vous, maître Lara Fatimi, avocate pénaliste au barreau de Paris, spécialisée notamment dans les forces de l'ordre. Et nous disions juste avant cette petite pause, au fond, que les forces de l'ordre étaient confrontées à des difficultés particulières qui sont liées à la période estivale. Ils ont moins de moyens, ils ont moins de disponibilité. Est-ce qu'il y a des infractions qu'ils ne peuvent pas formuler? Est-ce qu'ils sont obligés parfois de devoir fermer les yeux sur un certain nombre d'infractions parce qu'ils n'ont tout simplement pas les moyens de le faire? Alors, ils priorisent nécessairement entre les urgences et les missions qui nécessitent une intervention peut-être moins immédiate. Il y a les missions classiques dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, le fait de surveiller les occupations de halls d'immeubles qui sont souvent liées au trafic de stupéfiants. Ces missions-là, qui sont des missions qui ont cours toute l'année, face à une urgence liée à un refus d'obtempérer ou à un cambriolage en cours, passeront évidemment après. Elles seront pas totalement sacrifiées, mais il y a forcément une priorité qui est donnée aux urgences. Maintenant, pour revenir sur les effectifs de police secours qui ont à gérer toutes les missions classiques dont on parlait, à savoir ce qu'on appelle les points de visibilité, de rencontre et de dissuasion. C'est des passages, par exemple, devant certains lieux pour montrer que la police est présente et sur place. Ces missions-là, elles sont continues toute l'année et l'été y compris évidemment, mais face à ces missions régulières, à ces tapages nocturnes qui s'ajoutent, aux problèmes d'incivilité, d'alcoolisme sur la voie publique, on va aussi avoir la difficulté pour ces effectifs moins nombreux de devoir assurer les missions de gérer les appels 17 qui, eux, parfois, peuvent être sacrifiés, malheureusement. Ça, c'est une réalité. Les effectifs de police secours peuvent pas à la fois gérer toutes les missions quotidiennes, celles qui s'ajoutent l'été, avec moins d'effectifs, et assurer toutes les missions qui viendront s'ajouter, et notamment le fait de répondre aux appels 17. Il y a des priorités qui sont données. Et qu'est-ce qu'ils en pensent, les policiers, les gendarmes, justement, de devoir prioriser certaines actions plutôt que d'autres, et finalement de devoir délaisser peut-être parfois certaines actions qu'ils aimeraient mener, mais qu'ils ne peuvent pas pour faute de moyens? C'est frustrant parce que ça va à l'encontre de leur mission et de leur vocation même. C'est pas satisfaisant de se dire qu'on met de côté un dossier avec des victimes derrière parce qu'on n'a pas le temps de le traiter dans l'immédiat et qu'on va écluser, parce que c'est le mot, et l'actualité récente nous l'a démontré avec l'affaire de la petite Liana, mais ils vont devoir écluser le stock. Là, je parle de la police judiciaire, mais ça vaut pour tous les services. Et cette façon de travailler n'est évidemment pas satisfaisante pour personne. Mais tant qu'on aura un déficit de personnel, c'est comme ça que fonctionneront les services de police et de gendarmerie. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les policiers, les gendarmes, les forces de l'ordre, vous qui êtes avocate pénaliste, qui les côtoyez, qu'est-ce qu'ils vous disent de leurs conditions de travail, de leurs frustrations? Qu'est-ce que vous entendez le plus souvent dans votre cabinet d'avocat? Ce que j'entends souvent, c'est que le problème de moyens ne date pas d'hier. Ça, c'est un problème avec lequel ils ont malheureusement l'habitude de faire et de travailler. Ça les atteint, mais ça les empêche pas de continuer leur mission et de rester motivés. Le plus difficile pour eux, il me semble, ce qui remonte le plus souvent, c'est pas tellement le manque de moyens, paradoxalement, parce que ils se sont habitués à faire avec. Il faudrait que ça change, évidemment. Mais ce qui est le plus difficile à entendre et à vivre, c'est l'absence de soutien politique et le fait que l'État assume de moins en moins le rétablissement de l'autorité et le respect de l'ordre. C'est leur mission première, mais ils ne sont pas
suffisamment soutenu dans ses missions au quotidien. Et l'exemple le plus criant que je vous citais tout à l'heure, c'est la question des rodéos urbains et des refus d'obtempérer. Comment on peut demander d'assurer la sécurité des citoyens et à la fois dire aux forces de l'ordre sur le terrain, n'intervenez pas, ne prenez pas en charge, c'est complètement contre-intuitif. Alors et contradictoire. attendez, là on est entre nous, hein. On est entre nous sur Sud Radio. Est-ce que vous pouvez nous dire qui tient ces doubles discours au point de dire d'un côté aux forces de l'ordre vous devez agir et de l'autre on va mettre le dossier sous le tapis? C'est les politiques. Enfin, qui d'autre? Quelle politique? C'est nécessairement ceux qui sont aux manettes sur ces questions-là. Vous avez le ministère de l'Intérieur, vous avez le ministère de la Justice et vous avez l'exécutif tout simplement qui gère ces questions-là et qui donne le tempo. Donc la volonté politique, elle ruisselle et elle permet de faire sur le terrain. Si vous donnez des instructions aux forces de l'ordre, ils vont les suivre et donc nécessairement ça vient du politique. Donc encore une fois, la difficulté, c'est que la réalité du terrain ne correspond pas nécessairement à ce qui est affiché et ce qui est dit en termes de communication de la part, encore une fois, de l'exécutif. Donc il y a des doubles discours, c'est ce que vous nous dites en ce moment sur Sud Radio. Il y a des discours, en tout cas politiques, qui n'affirment pas les mêmes propos, que ce soit devant les médias et derrière. Est-ce qu'il y a aussi peut-être la question idéologique, c'est-à-dire qu'il y a des partis politiques en France aujourd'hui qui affirment ouvertement que, je cite, la police tue. Je pense à certains députés de la France Insoumise qui mettent une cible aussi sur les forces de l'ordre. Comment est-ce qu'ils vivent tout ça, les policiers que vous rencontrez au quotidien? Est-ce que ça les touche ou est-ce qu'au contraire ils continuent au fond leur travail sans que vraiment ça n'ait d'impact sur la façon dont ils se représentent eux-mêmes leur profession? Alors, je peux pas dire que ça les touche pas du tout. Ce serait pas vrai. Néanmoins, ils savent que la grande majorité des Français les soutient. Ça, c'est une réalité. Et quand on est sur le terrain, on le voit, on le sait. C'est palpable. Encore une fois, certains quartiers où il y a une délinquance très forte ne doit pas occulter le fait que la plupart des habitants de ces quartiers sont les premiers à souffrir de cette délinquance et remercient les forces de l'ordre d'intervenir. Donc ils sont conscients que l'ensemble des Français, dans leur grande majorité, soutient les forces de l'ordre, aiment leur police, aiment leurs gendarmes. Donc ça, c'est pas une poignée d'élus LFI qui va encore une fois occulter cette réalité, qui est une réalité de terrain. Et j'ajoute que ces mêmes élus LFI sont bien contents de savoir que les policiers surveillent aussi leur domicile, protègent leur domicile et leur QG de campagne. On se souvient du député Louis Boyard notamment, qui avait effectivement affirmé, comme on vient d'en parler, la police tue, il l'avait dit à l'Assemblée nationale, et ensuite il avait effectivement été assez menacé, il avait été lui-même placé sous protection policière, donc c'était des policiers qui étaient venus pour le protéger. Peut-être un mot sur ces témoignages que vous avez des policiers, parce que ils viennent aussi se confier dans votre cabinet, ils viennent aussi raconter leurs difficultés du quotidien. Alors il y a les difficultés qui sont liées à cette période estivale, il y a le manque de moyens, il y a le manque de recrutement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être le manque de vocation? Est-ce que aujourd'hui c'est un métier que l'on sait particulièrement difficile? Est-ce qu'ils savent que aussi pour recruter, eh bien, il faudrait peut-être proposer peut-être de meilleurs salaires, un avenir meilleur à cette profession? Alors, il y a une crise du recrutement qui vaut à la fois chez les policiers et chez les gendarmes. On a des filières qui sont de moins en moins attractives, comme celle de la police judiciaire. Ça, c'est une réalité, parce que c'est un métier de plus en plus difficile et qui attire moins les jeunes, parce que ce sont des sacrifices sur la vie de famille, sur la vie privée. Ce sont des horaires à rallonge. Ce sont aussi des frustrations liées à un manque structurel
structurelle de moyens. Encore une fois, des moyens qui manquent côté police, mais côté justice également. Donc c'est vrai que c'est une filière, la police judiciaire, qui est en souffrance, pour ne citer que celle-ci. Maintenant, vous avez des jeunes qui continuent de s'engager malgré les difficultés qu'ils connaissent et dont ils savent qu'ils vont être confrontés à des difficultés structurelles de moyens, de réponse pénale aussi, hein, parce que quand vous passez votre quotidien à lutter contre la délinquance, à protéger vos concitoyens et à vouloir que les délinquants soient arrêtés, la réponse pénale, parfois insuffisante, il faut le dire, peut aussi démotiver certains. Ça, c'est vrai. À force, vous avez aussi, et j'en ai rencontré un certain nombre, des policiers, des gendarmes d'expérience qui ont 20 ans, parfois 30 ans d'expérience, qui sont passés par différents services et qui raccrochent l'uniforme avant de pouvoir faire valoir leur retraite, parce que c'est plus la police ou la gendarmerie qu'ils ont connue. Et certains, c'est vrai. Alors ça, c'est terrible. Est-ce que vous avez un exemple précis? Vous pouvez nous raconter peut-être un homme qui a suivi cette carrière-là et qui a raccroché, comme vous dites, de cette façon-là, avec une forme de désespoir, disons-le? Oui, parce que si vous voulez, vous avez des hommes et des femmes qui sont engagés il y a un certain nombre d'années pour, encore une fois, le dénominateur commun de tous ces hommes et de ces femmes qui s'engagent, que ce soit côté police ou gendarmerie, c'est de protéger leurs concitoyens, c'est d'assurer la sécurité des Français. Et face à un manque de moyens de plus en plus abyssal, face à un manque de volonté politique, et encore une fois, je crois que c'est ça le plus difficile à entendre et à vivre au quotidien, certains se demandent si leur mission a toujours du sens. Et ça, c'est terrible, parce que quand vous avez passé votre vie au détriment de votre vie de famille, souvent à vouloir faire régner l'ordre, à protéger vos concitoyens, et que vous vous rendez compte que la volonté politique n'est pas au rendez-vous, que les responsables politiques n'assument pas de faire régner l'ordre, d'assurer, de restaurer l'autorité, que vous avez aussi une justice parfois qui ne suit pas, et des décisions. Alors ça, c'est un adage on entend souvent cette réflexion, c'est-à-dire au fond le principal problème de la police, c'est la justice. C'est la question de la réponse pénale dont vous nous parliez il y a quelques minutes, c'est-à-dire qu'au fond, ces policiers, parfois, ont l'impression de faire ce qu'il faut, de travailler comme ils doivent le faire, et ensuite que ça ne suive pas d'un point de vue judiciaire, que ça ne suive pas d'un point de vue de la justice. Vous entendez aussi ces témoignages-là? Bien sûr. Et pour vous donner un exemple assez récent, j'ai été l'avocate de plusieurs équipages de police en région parisienne qui ont été victimes d'un refus d'obtempérer assez grave, qui les a mis en danger, et ils ont littéralement risqué leur vie, j'insiste là-dessus. Le chauffard a été arrêté, a été jugé, et la réponse pénale a été 2 ans de prison, dont 1 an de sursis, et donc pour le reste, pour la partie ferme, il restait donc 1 an, ça a été immédiatement aménagé sous bracelet. Donc cet homme-là aura fait quelques jours en détention, le temps d'être jugé, et sera ressorti quasiment aussitôt, alors qu'il a mis en danger plusieurs effectifs de police. Évidemment, il aura mis en danger aussi des civils qui étaient sur son chemin, sur sa route. Et la réponse pénale est évidemment n'est pas à la hauteur du tout. Et ça, si vous voulez, ça fait partie. C'est pas le seul facteur évidemment de démotivation et de découragement de certains policiers et gendarmes. Encore une fois, l'immense majorité, malgré ces conditions, j'insiste, continue d'avoir la foi, de lutter tous les jours contre la criminalité et la délinquance, et a pour seule boussole la protection de leurs concitoyens. Donc heureusement que ces conditions difficiles n'entament pas complètement, encore une fois, la volonté, la détermination de nos forces de l'ordre. Mais ça joue et ça grignote de jour en jour, encore une fois, la motivation, et la question du sens aussi de la mission. Parce que quand vous arrêtez des gens qui ne vont pas en prison alors qu'ils ont mis en danger vos collègues, des passants, des femmes, des enfants, et que vous vous dites,
En fait, moi, je fais mon travail, mais derrière, la réponse n'est pas à la hauteur. Oui, à force. Et malheureusement, j'entends certains qui ont 10, 15, 20 ans, 25 ans de carrière et qui disent, voilà, c'est pas ce pourquoi je me suis engagée. Ça n'a plus de sens pour moi. Et certains, effectivement, encore une fois, raccrochent l'uniforme pour ne pas complètement sombrer aussi dans un certain cynisme et préfèrent arrêter plutôt que de rester en étant frustrés et découragés. Vous en voyez beaucoup des policiers qui prennent la décision de raccrocher, de démissionner, de changer de carrière? De plus en plus. De changer de carrière? Oui. Et ils se dirigent vers quoi ensuite? Ça peut être de rester quelque part dans le domaine de la sécurité, mais privé. Ça peut être de passer de la gendarmerie à la police municipale ou carrément de changer complètement de domaine. Oui, mais écoutez, on entend Merci beaucoup d'avoir témoigné à notre antenne sur Sud Radio. Merci Maître Lara Fatmi. Je rappelle que vous êtes avocate pénaliste au barreau de Paris. Vous êtes spécialisée notamment dans la défense des forces de l'ordre. Merci d'avoir mis des mots sur la pression extrême que subissent les policiers, les gendarmes, entre, on l'a dit, effectifs incomplets, rodéo urbain, refus d'obtempérer, cambriolage qui, eux, n'ont jamais de vacances. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi. Il est bientôt 13h sur Sud Radio et dans un instant vous retrouvez Jacques Pessis avec son invité. Passez une excellente après-midi et à demain dès 10h.